Ce que je voulais dire en préambule, c'est qu'en finir avec la pauvreté, ça implique quelque chose, c'est qu'il faut en finir avec les très grandes richesses. Il n'y a pas de pauvreté sans accumulation des richesses par un tout petit nombre de nos concitoyens, et même à l'échelle mondiale, d'habitants de la planète. Vous savez, je pense sans arrêt à cette gravure au moment de la Révolution française où on voyait le tiers-État avec sur le dos le clergé et les riches, les nobles, qui étaient en train de s'accaparer les richesses produites par le tiers-État. Et bien quelque part, on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire on a une classe extrêmement réduite d'une oligarchie financière, c'est-à-dire de parasites qui vivent et accaparent leurs richesses sur l'ensemble des productifs. On pourrait résumer ça ainsi. Il n'y a pas augmentation du nombre de pauvres sans qu'il y ait augmentation de la richesse de quelques-uns. C'est ça la réalité de ce système et c'est ça qui explique la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas un ordre naturel, c'est une politique. Les chiffres fin 2017 qui sont sortis au niveau mondial ont révélé quoi? Ont révélé que depuis les années 80, les 5%, pardon, le 1%, vous voyez, je suis même optimiste, le 1% des plus riches à l'échelle mondiale avaient à eux seuls vu leurs revenus augmenter de 2 fois plus que les 50% les plus pauvres au niveau mondial. Or, qu'est-ce qui s'est passé au début des années 80? Le début des années 80, c'est Thatcher et Reagan. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il fallait en finir avec une politique de redistribution basée sur les impôts, il fallait en finir avec des politiques et des lois sociales, en finir avec le service public, imposer le libre-échange et diffuser l'idée que finalement le tout marché, c'est-à-dire la concurrence des uns et des autres, finirait par apporter le bonheur pour tous. Aujourd'hui, il est temps de faire un bilan et ce bilan, c'est celui-ci, celui que je viens de vous donner, c'est-à-dire l'explosion des inégalités au niveau mondial comme on n'a jamais vu dans l'histoire humaine. Et le mouvement n'est pas en train de freiner. La crise de 2008 ne leur a servi à rien. L'année 2017 a vu 82% des richesses créées à l'échelle mondiale. Vous m'entendez bien? 82% accaparées par seulement 1% de la population. Dans le même temps, plus de 3,7 milliards d'habitants n'ont pas eu une seule miette de cette croissance à l'échelle mondiale. Si vous regardez les statistiques, ces statistiques de 2017, vous apercevez quoi dans cette espèce de bilan absolument effrayant que l'on constate depuis 40 ans? C'est que l'Europe, et plus encore la France, où pourtant se sont développées les inégalités, était quelque part un peu en retard sur cet accroissement d'inégalités. Et en fait, avec Macron, tout se passe comme si, en quelques mois, en quelques années, la France voulait, entre guillemets, rattraper ce retard. C'est-à-dire, finalement, être aussi inégale que les autres pays du monde. Et donc, pour ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Macron s'attaque à tout ce qu'il reste du matelas social qui nous protégeait tant bien que mal. C'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler l'État social. Il le fait comment? Il le fait effectivement avec une politique de budget, de fiscalité, qui l'an dernier a favorisé les plus riches de manière scandaleuse. Considérez qu'avec le budget voté fin 2017, le budget le plus austère et le plus inégal de la Ve République, les 5% des Français les plus riches ont vu leurs gains s'accroître de 1,6%, pendant que les 5% les plus pauvres avaient vu leur revenu baisser de 0,60%. Inutile de vous dire que quand vous êtes très riche, c'est-à-dire quand votre richesse est à hauteur par an de milliards d'euros, quand vous augmentez celle-ci de 1,6%, je ne vous fais pas un dessin sur ce que chaque année vous vous mettez en plus dans les poches. Par contre, quand vous êtes dans les 5% les plus pauvres, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, inutile de dire que ce moins 0,6%, ça vous fait mal pour essayer tant bien que mal de rester au-dessus du seuil de survie. Voilà ce qu'a imposé Emmanuel Macron. Ce budget,
il a été assez simple. Je l'ai dit, tout pour les riches. Rendez-vous compte que nous avons fait, enfin nous, le gouvernement, a fait un cadeau de plus de 9 milliards aux plus riches détenteurs du capital, avec la suppression de l'ISF, avec ce qu'ils appellent la flat tax, c'est-à-dire le fait de plafonner les revenus du capital à 30%, avec plusieurs autres cadeaux comme ça qui se sont accumulés. Et de l'autre côté, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas que les plus pauvres qui prennent, il y a quasiment tout le reste de la population. Il y a l'augmentation de la CSG. Il y a le fait qu'au niveau de l'impôt sur le revenu, il est toujours aussi mal redistributif qu'il l'a été par le passé. Alors ce gouvernement nous dit oui, mais tout le monde va profiter de la baisse de la taxe d'habitation. Alors d'abord, constatons une chose, c'est que la baisse de la taxe d'habitation, elle va être faite en 3 fois. Et puis nous, on n'est pas dupes. C'est que quand il y a baisse de la taxe d'habitation, c'est moins de revenus pour les collectivités locales. Or, les collectivités locales redistribuent beaucoup, justement, des revenus sociaux. Donc, au bout de la chaîne, en réalité, c'est toujours les mêmes qui vont payer. Et puis, comme en même temps, dans ce budget, il faut respecter la sainte règle, les 3% de déficit imposés par Bruxelles, eh bien, en réalité, quand vous donnez aux plus riches, il faut que tout le monde redonne dans la poche pour nourrir les plus riches. Et ça fait, par exemple, qu'il y aura moins de services publics dans les années à venir. Moins 15 milliards d'euros par an de dépenses publiques. Voilà ce qu'il nous impose. Et vous allez comprendre le rapport avec la pauvreté, c'est que les 3 secteurs les plus touchés, c'est la santé publique, c'est le logement avec la baisse de l'APL et c'est le travail. Voilà donc la politique qu'il a imposée l'année dernière. Alors vous me direz, tout ça, ça n'a pas de logique. Comment se défendent-ils de ça? Bruno Le Maire, sans arrêt, puisque moi je m'occupe de la commission finances, je l'ai interrogé. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez expliquer cette politique? Et il m'a fait cette réponse qui est bien connue. Certains l'appellent théorie du ruissellement, l'autre théorie de Schmitt, parce que ça vient, la première fois, elle a été énoncée par un chancelier allemand qui s'appelait Helmut Schmidt en 1974. C'est l'idée que les revenus du capital que vous favorisez sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Seulement, le problème, c'est que ça fait 30 ans que c'est le cas. On a bien vu le chômage augmenter, on a vu les profits augmenter, l'investissement, rien. Et quand je demande à Le Maire, mais comment vous allez contraindre les plus riches à qui vous faites des cadeaux à investir, puisque vous nous dites que c'est l'objectif, eh bien Le Maire nous répond le bon sens. Comme si dans le système capitaliste financier, c'était le bon sens qui primait et non pas justement le fait qu'on essaye de faire atteindre la rente à un niveau toujours plus haut. Vous voyez bien que cette politique, elle est à la fois injuste et elle est stupide d'un point de vue économique, du moins si on se place du côté de l'activité économique humaine. Il n'arrête pas en réalité de la développer. Tout à l'heure, Sarah disait qu'en ce moment, nous sommes en train de plancher un dimanche sur une loi extrêmement grave, c'est la loi Elan sur le logement. Ce matin, on a essayé par amendement de les freiner dans ce qu'ils sont en train de faire. Par exemple, ils sont en train de décider que pour compenser les 1,5 milliard d'euros qu'ils ont pris sur les bailleurs de HLM, ils allaient les autoriser à vendre en bloc les HLM. Et qu'en plus, ils allaient les autoriser à vendre en bloc les HLM à des sociétés créées avec des capitaux privés. C'est donc la marchandisation et la privatisation des HLM. On a même essayé de leur dire, mais au moins faites pas ça dans les villes qui ne respectent pas la loi SRU des 25% de logements sociaux. Pas possible. On leur a dit, mais au moins faites ça dans les villes dites carencées, c'est-à-dire celles qui ne respectent tellement pas le logement social et en plus sont de mauvaise foi que l'État a quand même décidé de dire qu'elles étaient en carence. Pas possible. Donc même sur le front du logement, sur le front de la santé, en réalité, ils mettent tout ce qu'il faut en place pour continuer à enrichir les plus riches et continuer à appauvrir les plus pauvres et en réalité l'ensemble de la population. Je voudrais conclure sur une chose. Je l'ai dit, cette politique, elle est injuste et elle est inefficace. Il y a des chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir. Là, Macron, il nous l'a fait grand prince, celui dont la politique, soi-disant, en 1 an, permettrait à l'économie française d'aller mieux. Le premier trimestre de l'INSEE montre que le chômage augmente en France, que la consommation des ménages baisse, que la confiance des entreprises, en France comme partout en Europe, est en train de fléchir. Autrement dit, ce qui se prépare très certainement, et de toute façon, tout le monde sait qu'elle arrivera à un moment donné, parce que l'écart entre les économies réelles et l'économie boursière n'a pas cessé de s'amplifier, c'est que la prochaine crise financière arrive. Elle pointe le bout de son nez.
Et je suppose que comme en 2008, comme ils l'ont fait avec les banques, ils vont nous demander de sauver les riches. Ils vont demander à tout le monde de mettre le haut portefeuille pour sauver les plus riches des actionnaires. Voilà quelle est la politique qu'ils nous proposent. Alors moi, je vous le dis, une politique qui fait en sorte que dans le monde, alors que la productivité n'a jamais cessé de croître, que la richesse mondiale, et en France, n'a jamais cessé de croître, que dans le monde et en France, on imagine par exemple que la 6e puissance économique mondiale laisse de côté 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté et voit s'accroître toujours plus la richesse de ces quelques-uns. Cette politique, ça s'appelle une régression civilisationnelle. Et donc ce n'est pas possible de la laisser faire. Ce n'est pas possible de continuer parce que ça nous entraîne vers la catastrophe, nous le savons tous, écologique, sociale. Et moi, contrairement à Macron, je dis une chose. Le tout marché et le libre-échange, ce n'est pas la paix et la prospérité, c'est la guerre et la pauvreté. Et voilà pourquoi il faudra une politique le plus rapidement possible qui mette fin aux méfaits du capitalisme financiarisé. Je vous remercie.